Avant que cet épisode débute, j'ai une petite annonce à faire. En l'occurrence, j'ai 2 postes à pourvoir. Le premier poste est plutôt orienté SEO, donc c'est de la gestion d'un réseau de sites. Donc ça passe par la création de sites, la création de contenu, l'amélioration du référencement, des rachats stratégiques de sites. Le second poste est plutôt orienté marketing. Pour ce second poste, je pense que le plus adapté, ce serait un stagiaire d'école de commerce. Dans les 2 cas, la durée de mission minimum est de 6 mois et ce ne sera pas un job remote, ça se passera à Chiang Mai et vous travaillerez directement avec moi. Même si au niveau de le travail et les horaires seront très flexibles, vous pourrez voyager un peu, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ça passera notamment par une formation initiale. Pour ces 2 postes, l'idéal, donc, je pense, c'est pour les étudiants qui cherchent un stage et aussi pour les personnes qui voudraient débuter un peu leur aventure nomade digitale. Si ça vous intéresse, envoyez un email à contact@nomaddigitalpodcast.com avec votre CV et aussi un petit texte à propos de vous-même, de vos motivations. Alors, je sais que c'est pas évident parce que je donne pas beaucoup de détails en l'occurrence, mais voilà, faites de votre mieux. Si votre profil convient, je vous donnerai plus d'informations. Et si jamais il ne convient pas, faut pas le prendre personnellement. Voilà, je vous laisse profiter de l'épisode et je m'excuse pour l'anecdote qui traîne un peu en longueur que vous allez découvrir en ce début d'épisode. Cowardice. Are you serious? Personne ne peut sérieusement imaginer un pareil personnage à la Maison-Blanche. En France, la cote de popularité de Donald Trump est très clairement une cote d'impopularité, puisqu'on a 87% de Français qui ont une mauvaise opinion de ce candidat républicain. C'est pas un politicien et c'est ça que j'aime chez lui. Dans les faits, notre sondage démontre un rejet massif du personnage le plus iconoclaste de cette primaire américaine. Vous traitez les femmes que vous n'aimez pas de grosses truies, de chiennes, de traînées et d'animaux répugnants. Est-ce vraiment selon vous des propos dignes d'un futur candidat à la présidence ? Je pense que le problème numéro 1 de ce pays, c'est le politiquement correct. Et franchement, ce que je dis, c'est souvent drôle. Ah oui, le contraste est saisissant. D'un côté, Trump seul contre tous. De l'autre, Hillary Clinton qui avance avec sa Dream Team. Où en est-il maintenant ? Peut-il encore changer le cours de cette élection ou bien c'est fini ? Quand il a désigné Hillary Clinton, une femme méchante, la nuit dernière, eh bien ça ne plaît pas à la maire de Philadelphie et à la grand-mère d'Indianapolis. Alors, est-ce fini pour lui ? Probablement oui. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bienvenue à tous, la surprise, la stupéfaction. Il y a ici ce soir comme un sentiment d'irréalité. Donald Trump l'a donc emporté contre toutes les prévisions. On va s'y arrêter longuement car c'est une Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec 2 gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui parle des émissions américaines avec un mois de retard. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Est-ce que j'ai dit je suis Paul l'épisode précédent ? Je m'en souviens même plus. Non, tu ne l'as pas dit, donc les gens ne savaient pas qui était la deuxième personne qui était présente dans l'émission. C'est ça, c'était... Ils étaient totalement perdus. J'espère qu'ils ont pu quand même écouter le reste, mais du coup, je suis Paul et mon Twitter, c'est CellMachineFR. Aujourd'hui, on parle donc de l'élection présidentielle américaine qui a eu lieu récemment. Donc, pour ceux qui nous écoutent, dans le futur, on parle bien de novembre 2016, qui a opposé, bien sûr, vous le savez, Donald Trump à Hillary Clinton. Si vous ne saviez pas cette information, vous suivez encore moins les informations que moi. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut apprendre de cette élection. Avant ça, Paul, tu as une petite anecdote qui a lieu avec ton ophtalmo. À vrai dire, c'est pas cette anecdote-là, c'est une autre. Ok. Avant de commencer, Paul, tu as une petite anecdote sur la Tesla. Je sais quoi comme anecdote sur la Tesla ? C'est pas ça ? C'est encore quoi ? C'est quoi l'anecdote ? Du coup, on va faire une série, donc ça va prendre un peu de temps. C'est 4 anecdotes et voilà, ça va prendre un peu de temps. On va faire une série, je me fais pas respecter, d'accord ?
La première étape, c'est à Bombay. J'arrive à Bombay, j'ai 8 heures d'attente pour le prochain vol. Et je me dis ce qui serait génial plutôt que d'attendre, voilà, c'est d'aller. Ici, ils ont une sorte d'hôtel à l'intérieur de l'aéroport, du terminal. Et me dit, c'est génial, je vais pouvoir prendre une douche, je vais même pouvoir travailler avec une bonne connexion Internet et tout le bordel. Donc, je vais là-bas. Et j'arrive face à l'employé qui tient un truc et je dis, est-ce que c'est possible de réserver machin truc? Et il me dit, oui, tout à fait, voilà. Vous pouvez réserver pour tel nombre d'heures. Voilà, c'est ça le prix. Et après, il y a le manager qui arrive comme ça, qui sort nulle part et qui fait non, en fait, on est plein. Parce qu'il faut savoir que quand je voyage, déjà d'habitude, j'ai pas l'air riche. D'habitude, j'ai pas l'air. Je m'habille pas spécialement. C'est-à-dire, tu voyages pas avec un petit costume 3 pièces. Non, et quand je voyage, c'est encore pire. Je suis en jogging. Grosse erreur, hein. C'est comme ça que tu te fais au maximum contrôler aux douanes. C'est peut-être pour ça. Je m'habille mieux quand je voyage que dans ma vie de tous les jours, parce que ça me permet d'avoir moins de problèmes avec les contrôles et tout. Sinon, ils checkent ton sac. Du coup, je suis en jogging, je suis en hoodie. Ça faisait déjà 20 heures que j'étais parti, donc voilà, je ne devais pas sentir très bon. J'ai rapidement les cheveux gras, donc tout le bordel, quoi. Donc, en gros, tu ressembles à un gros hippie qui passe 6 mois de l'année à fumer des pets à Chiang Mai. Exactement, quoi. le manager arrive et dit non. Ça pose des problèmes. Non, hein. en fait, on a plus de place. Et je dis, il m'a dit qu'il y a une place et je sens que la manière dont il m'a regardé, j'ai directement compris pourquoi il m'a dit qu'il n'y avait plus de place. En gros, j'étais pas assez bien pour son établissement. C'était quelque chose comme quand même 80 € pour 4 heures, donc c'était assez conséquent. Et du coup, moi, il m'a dit que c'était bon, donc ça devrait être bon quand même. Je m'énerve pas, mais voilà, je m'affirme. Alors tu dis, c'est bien, j'ai retourné la situation, ainsi de suite. Sauf qu'il me dit, d'accord, effectivement, peut-être que vous avez raison, je viens de revérifier, il y a une disponibilité. Foutage de gueule complet, il me fait même pas semblant de vraiment rechercher. Enfin, c'est bref, c'est totalement bidon le truc. Et à ce moment-là, je veux payer, donc je mets ma carte. Card declined. Donc ma carte qui est refusée. Et donc là, il me dit avec un grand sourire, il semblerait que vous ayez plus d'argent. Super content que lui. Et du coup, effectivement, je pense que je venais d'arriver dans un nouveau pays, donc ma super banque a encore bloqué ma carte, c'est assez régulier. Et du coup, j'ai pas pu payer et j'ai dû repartir. Voilà. Bon, c'était. Honnêtement, bizarrement, tu pourrais penser que c'est humiliant et que j'aurais été triste, dégoûté. Mais finalement, j'étais plutôt content. Je sais pas pourquoi. Tu vois, j'avais une certaine. Je sais pas. Peut-être un peu de masochisme, j'en sais rien. Donc, premier acte de pas respecter. Deuxième acte. Celui-là, il arrive assez vite parce qu'il arrive quand j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Et après, je vais jusqu'au premier taxi, j'ouvre la portière et je rentre. Il me fait oh non, les comme toi, je sais, ils payent jamais. Et donc, il veut pas me prendre le taxi. C'est-à-dire quoi, les comme toi? Les comme toi, les jeunes, okay. Les jeunes peut-être drogués. Honnêtement, j'étais vachement fatigué. Mon trajet, j'en avais pour 40 heures. C'était une merde, ce truc-là. Donc, j'étais vraiment. Vu que je dors pas dans l'avion, j'avais vraiment 40 heures sans dormir, quoi. Ce qui est vraiment pas une bonne chose. Et donc, il me refuse. Et donc, du coup, je fais la taxi d'après où c'est un Asiate qui est super sympa. Et voilà. Et tout se passe bien. Troisième acte. Troisième acte, c'est à Tesla. Donc, je vais avec deux amis qui sont entrepreneurs aussi, qui ont eux la trentaine, qui sont jumeaux d'ailleurs. Et on va, en fait, ils me proposent d'aller conduire une Tesla. Au final, je ne l'ai pas conduite. En fait, il n'y a qu'une personne qui pouvait la conduire. La Tesla Model S, donc. Mais, c'était quand même super sympa. Et en fait, c'était où? Comment tu pouvais la conduire? C'était à un distributeur? Par Lido, Chénet, aux Yvelines. En fait, non, tu vas dans. En fait, ils ont leur propre concession, tu vois. Et ils te proposent un test drive, une conduite test pour voir si tu aimes la voiture et si tu veux l'acheter, ainsi de suite, quoi. Et donc, c'est eux qui m'ont proposé parce qu'ils se disent que c'était jusqu'à 3 personnes. Eux, ils avaient compris qu'il y avait 3 personnes qui pouvaient conduire, mais en fait, c'est juste une personne, ce qui est plus logique. Et pendant tout le truc, la commerciale qui nous fait la présentation, qui monte à côté de la voiture, ainsi de suite, elle m'ignore totalement. Genre, rien à foutre de moi. Elle est pas méchante, hein. Moi, je comprends parce que. Mais t'es aussi venu au concessionnaire Tesla, t'es aussi venu en jogging et pas tout? en jogging, mais jean ou non, j'étais pas bien habillé non plus. Et honnêtement, pour sa défense, les autres, ils posaient plein de questions sur la Tesla. Moi, je posais 0 question, tu vois. Je montrais aucun intérêt. Donc, c'est compréhensible aussi. Et du coup, et à un moment, vers la fin, il commence à me poser des questions sur l'Estonie et des questions fiscales par rapport à l'Estonie, créer sa boîte, ainsi de suite. Et moi, je réponds, et toi, je connais un peu mon sujet, donc j'en parle. Et tout d'un coup, changement d'attitude, elle s'intéresse à moi, quoi. Elle me demande, ouais, donc vous vivez pas en France, ou est-ce que vous vivez? Peut-être que je peux vous référer.
et ainsi de suite. Donc celle-là, elle se finit plutôt bien. Mais là, t'aurais dû faire ça avec le mec à Mumbai. Tu lui fais, mec, j'ai pas de carte bleue, mais si tu veux, je t'explique l'Estonie. J'aurais dû faire semblant. J'aurais dû sortir mon téléphone et faire semblant de répondre à l'appel. Sors ton téléphone. Oui, tout à fait. Désolé, j'ai un appel de Tout à l'Estonie, fait les virer gars. les 3 millions immédiatement. Je sais pas. Dites à Barack que je le rappellerai plus tard. Et qu'il arrête de me faire chier, putain. Ok, donc du coup, donc on en était où? On était à l'acte 3. Non, l'acte 4, c'est peut-être le pire. Et final, acte Acte final, c'est peut-être le pire, honnêtement. C'est que je vais à l'ophtalmo. Et en fait, et à un moment, il me dit, voilà, c'est ça le prix. Voilà, faudra voir pour un mutuel avec ta maman. Tu vois, ce qui est un peu infantilisant quand même, un peu. Et je dis, non, mais je suis pas sous la mutuelle de ma mère. Je paierai directement. Et là, il me dit, oui, on sait qui paye. Hein. Et du coup, il voulait pas croire que c'était moi qui allais payer moi-même mon opération. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de morale cette histoire. Si ce n'est. Moi, j'en ai une morale. C'est fais-toi pousser une barbe et quand tu voyages, mets une petite chemise. Petite chemise. Mais en même temps, c'est ça me fait un peu sentir, comment dire, c'est Clark Kent un peu, tu vois. Tu vois l'idée? C'est un peu sympa d'être sous-estimé en fait d'une certaine façon. Donc c'est pas désagréable. C'est pas si terrible que ça au final. Et puis du coup c'est aussi un bon test sur ton ego, tu vois, de voir comment tu réagis. Est-ce que tu le prends vraiment mal ou est-ce que tu le prends plutôt de façon légère? Si tu vois, si vraiment ça te met mal qu'on te sous-estime comme ça, c'est peut-être un problème propre à ton ego. Donc voilà, mais c'est assez régulier. Et aussi un truc très récurrent, c'est quand on me demande ce que je fais et que je dis que j'ai un business. Les gens, à chaque fois, et notamment quand ils sont un peu plus âgés, ils sont très condescendants. C'est sympa, un business, c'est bien, un petit jeune qui se lance comme ça, qui fait ses petits trucs. T'es auto-entrepreneur, ça va, t'arrives un peu à en vivre. Mais c'est pas méchant non plus. C'est pas la fin du monde. Ouais. Vraiment, pour moi, le seul truc, c'est vraiment la façon dont tu t'habilles quand tu passes à l'aéroport va décider si tu te fais fouiller ou pas. Donc en gros, si vous voulez importer de la drogue, habillez-vous bien et personne ne vous vérifie. Par contre, si vous êtes habillé moins bien, et les gens vont vous vérifier à chaque fois. En tout cas, si tu es en Asie du Sud-Est, ils profilent vraiment les occidentaux, jeunes, un peu hippies et tout. Moi, je l'ai vraiment remarqué la différence. Parfois, je me dis, oh putain, aujourd'hui, j'ai mis des tongs et du coup, il faut tout d'un coup fouiller mon sac, quoi. Ouais, je pense aussi. Et de manière générale, c'est aussi peut-être un truc, c'est que faut quand même, dans ces cas-là, c'était pas important, mais de manière générale, faut peut-être garder à l'esprit comment on est perçu par les autres, parce que dans certains cas, ça peut avoir de l'importance, quoi. Mais aussi, c'est l'avantage énorme de ce qu'on fait, c'est que c'est beaucoup moins important qu'avant. Avant, si tu voulais réussir en business, il fallait justement la perception, c'était vachement important. Fallait t'habiller de la bonne façon, fallait avoir les bons codes. Fallait avoir les bons codes, comment on appelle ça, les bons codes sociaux. Je crois pas que c'est ce qu'on dit, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Et si tu les avais pas, t'étais automatiquement exclu. Maintenant, tu peux travailler depuis ton lit en calbut. En parlant de calbut, justement, c'est une transition parfaite vers Donald Trump. Puisqu'aujourd'hui, on parle du coup de l'élection américaine, on veut... clairement, on n'est pas analyste politique, on n'est pas commentateur politique ni journaliste, mais on a plus ou moins suivi de notre petit territoire personnel les aventures de Donald Trump qui vient de se faire élire président des États-Unis. Et on voulait voir si pas mal de concepts, à mon avis, dont on a parlé dans les différents épisodes de Nomade Digital peuvent s'appliquer à ce cas-là. Et on peut voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Et c'est l'idée de faire peut-être un épisode un petit peu différent où on essaye de voir comment différents concepts s'applique dans ce cas d'actualité bien connu. Et puis on espère bien surfer sur la vague, avoir un peu de partage. Peut-être que Paul, tu vas dire un truc méga raciste sur les Mexicains et qu'on va devenir un peu viral. Bon, voilà, c'est mon espoir, quoi, c'est mon calcul. Et faire la une du New York Times. Si possible, ouais. Pour commencer, je pense que peut-être l'élément le plus surprenant dans l'élection de Trump, c'est le fait que beaucoup des choses qu'il dit d'un point de vue factuel sont fausses. C'est-à-dire que tu découvres tout d'un coup que l'électorat américain, dans ce cas-là, ou peut-être le grand public au sens large, on peut en discuter, mais n'apporte pas tant d'importance aux faits. Et ils comprennent que parfois les
parce que ce qu'il raconte est un peu négociable. Et tant que, grosso modo, on imagine que l'intention derrière ce qu'il raconte est juste, on estime que ça passe, grosso modo. Voilà, on lui fait pas trop de... On l'embête pas trop sur les détails. Et je pense que ça dit quelque chose qu'on n'a pas trop envie de voir en général sur l'esprit humain. Quelque chose que, honnêtement, dans le milieu du marketing et de la pub, a toujours été assez connu. C'est-à-dire que les croyances préexistantes des gens sont beaucoup plus fortes que la réalité. Et que le fait de donner des arguments chiffrés, des statistiques, est rarement très persuasif. Effectivement, ça va avec l'idée que le ressenti est plus important que la réalité au final. En tout cas, ouais, dans les décisions que les gens vont prendre. Et il a très bien surfé là-dessus. Et un des trucs actuellement qui est vraiment étonnant, c'est que si tu penses que la majorité des gens vivent dans une réalité, tu te retrouves aujourd'hui dans une situation, donc post-élection, où en gros la moitié du pays pense que Donald Trump, c'est la réincarnation d'Hitler qui va déclencher la guerre nucléaire ou qui va faire des trucs horribles ou qui va mettre une dictature en place. Et ça, quand je dis ça, c'est pas de l'exagération. Si tu vas lire aujourd'hui les grands médias américains libéraux, ils vont vraiment faire des arguments que on fait face à un risque de dictature et de guerre nucléaire qui est imminent et qui est véritable et qui est dangereux, etc. Et d'un autre côté, tu as tous les gens qui ont voté pour Trump et qui pensent qu'il est le sauveur et qu'il va enfin changer les choses et qu'il va les débarrasser de tous les politiciens corrompus, etc. Et donc, tu as deux moitiés du pays qui ont une vision du monde qui est totalement opposée, totalement incompatible. Et donc, ce qui veut dire que environ 150 millions d'Américains vivent dans une illusion totale, tu vois. D'un côté ou de l'autre, après tu décides du côté auquel tu veux te placer, mais c'est assez bluffant de voir que tu peux avoir effectivement d'un côté ou de l'autre, tu as forcément une illusion de masse où les gens ont des idées qui sont totalement absurdes par rapport à la réalité. Je pense qu'il peut être intéressant avec Trump de façon très concrète, c'est de voir comment il communique en fait. Parce que c'est une indication peut-être qu'on devrait communiquer pour le business en termes de marketing, qui est en fait pas très flatteur, dans le sens où moi notamment j'ai beaucoup de mal en fait à écrire vraiment des phrases courtes avec des mots simples et un vocabulaire limité, parce que ça donne l'impression que c'est moins bien en fait. Et en termes de vente, même si on peut ne pas aimer cette réalité, ça marche beaucoup mieux. La majorité des gens vendraient toujours mieux avec un texte simple, un vocabulaire simple et ainsi de suite. Et lui, c'est vraiment... Et c'est aussi un peu comme ça que tu as été formé, je veux dire, en termes d'écriture. Surtout en français. À l'école, c'est important d'avoir du vocabulaire riche, détaillé, des longues phrases, avec des articulations, des points-virgules, etc. Effectivement. Et Trump a prouvé le contraire. Et notamment, tu comparais les speeches entre Hillary et Trump, c'était flagrant à ce niveau-là. C'est-à-dire que Trump, il utilisait des phrases, jamais plus de 6 mots dans la même phrase. Il répétait toujours la même phrase. Il répétait la même chose en disant différemment. Et il utilisait beaucoup de superlatifs partout, qui voulaient rien dire, tu vois. Mais même son slogan « Make America Great Again », il veut rien dire. C'est-à-dire faire que l'Amérique soit grande à nouveau. Grande par rapport à quoi? Sur quels critères? Ça veut rien dire. Mais dans les tripes, tu le ressens. « Make America Great Again », tu le ressens dans les tripes, quoi. C'est fort. Et à ce niveau-là, il le ressortait tout le temps, quoi. Il disait... même si vous regardez quand il a dit qu'il voulait construire un mur, c'était vraiment ça. On va construire un mur, parce qu'il y a plein de Mexicains qui rentrent. Avec le mur, ils passeront pas. Ce sera un très grand mur. Ce sera le plus grand mur qu'on ait. Toi, il restait toujours dans cette idée. Utilise superlatif où tu peux. Peu importe le sujet, peu importe si ça a du sens ou pas. Tu utilises un truc qui a appelé. Ouais, moi, je pense que le secret, c'est ça. Il y a 4 trucs. C'est faire un truc émotionnel, donc être expressif, notamment ces expressions. Quand tu compares aussi, pareil, Hillary Clinton et Trump. Clinton, elle faisait un peu robot. Alors que Trump, t'as plein d'images de sa tête qui a l'air bizarre parce qu'il est vraiment très expressif. Donc être expressif, faire appel aux émotions, foutre des superlatifs partout, se répéter constamment, utiliser des mots simples. Et voilà, t'es devenu Donald Trump et tu peux gagner les élections américaines. C'est bien, donc on te revoit ça en 2020, tu deviens citoyen américain. Ah non, faut être né sur le territoire. Ou avoir, apparemment ça c'est faux. Enfin, tu peux avoir un parent, c'est ça qui est dingue, tu peux avoir un parent américain, ça suffit. Donc en fait, l'histoire de Barack Obama avec le fait qu'il soit né au Kenya, il me semble qu'il faut qu'il soit né sur le territoire. J'ai vérifié et en fait c'était bidon parce que de toute façon sa mère était américaine, donc il était totalement donc ça suffisait totalement en fait. C'est juste qu'il pense, parce qu'il faut savoir un truc qui est génial, qui est totalement incroyable, c'est que c'est Trump qui a commencé en grande partie, ou en tout cas qui a popularisé l'idée que
Obama était pas né, sur le territoire américain, il était né au Kenya. Et du coup, ça a fait tout un truc où Obama même a publié son acte de naissance, ainsi de suite. Et il y a un truc super marrant, je sais pas si tu l'as déjà vu. En fait, tous les ans, il y a une sorte pas une conférence, mais une grande réunion avec les médias américains, des personnalités, ainsi de suite, et le président qui en fait des blagues pendant 1 heure. Et là, il a fait une blague où il a dit, et il s'adresse directement à Trump et il se fout de sa gueule tellement. À ce moment-là, Trump, c'était, tout le monde se foutait de sa gueule. Personne n'aurait pu imaginer, c'était peut-être 2013. Personne n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait président des États-Unis. C'est-à-dire, tout le monde aux États-Unis s'est foutu de sa gueule jusqu'au moment où il a été élu. C'est un peu ça, ouais. Ils ont jamais eu un moment de réalisation. Et du coup, il s'adresse à Trump et il dit, Trump, je sais que tu doutes de ma naissance. Et voilà, et maintenant, je dois le confesser. Effectivement, je suis pas né aux États-Unis, je suis né en Afrique. D'ailleurs, voici la vidéo de ma naissance. Et il envoie la vidéo, tu sais, de la naissance de Simba dans Le Roi Lion, qui est tellement excellent. Et tu vois tout le monde qui se fout de la gueule de la salle entière, qui rigole sur Trump, et Trump qui le prend très mal. Tu vois, il essaie même pas de faire semblant qu'il apprécie. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là que c'est créé l'envie. Lui, je vais le piquer son boulot. Je pense, c'est un peu, tu sais, comme toujours dans les films, les méchants. C'est parce qu'ils ont été rejetés à un moment ou à un autre, on s'est moqué d'eux, et ils deviennent méchants. Londres, c'est pas un peu pareil, toi. C'est pas un peu ça. Ça l'a vraiment heurté au niveau de l'ego, et que après, il s'est fait la promesse, un jour, moi, je serai président des États-Unis, quoi. Mais je regarde, vous tapez sur YouTube Trump, Obama, birth, un truc comme ça, et vous tomberez dessus, et c'est vraiment une excellente vidéo. Il y a une autre chose qui est assez remarquable avec Trump, c'est que vous l'entendrez jamais s'excuser. Il peut insulter, il a fait des trucs pourtant incroyables, notamment il y a une famille de... Et des trucs, je ne comprends pas comment il a pu être élu sur certains trucs qui pourtant auraient dû choquer notamment les républicains. Alors il y a 2 trucs auxquels je peux penser. Le premier, c'est quand il a dit que McCain, donc John McCain, qui est un politicien américain aussi, en gros, lui, qui s'est fait donc torturer en Vietnam pendant 5 ans, et vraiment de la torture violente, il a survécu, enfin c'est un héros. Et elle a dit, moi, un héros, je sais pas trop, moi je préfère ceux qui se font pas attraper. En sachant que Trump, lui, il a évité d'aller au Vietnam parce que son papa était riche et qu'il a pu lui permettre de l'éviter, quoi. Ce qui est quand même dingue de pouvoir sortir un truc pareil. Un mec qui se fait torturer de 5 ans et de dire ouais, en fait, pour moi, c'est pas un héros parce qu'il s'est quand même fait choper cet abruti, quoi. Et pourtant, il l'a dit, et toi, d'un point de vue républicain, même l'armée a voté massivement pour lui. Et tu pourrais dire, pourtant, l'armée, si tu entends ça, bref. Et le deuxième truc qu'il a sorti, c'était une famille d'origine peut-être indienne ou pakistanaise, je sais pas, dont le fils est mort, en Irak. Alors, je sais plus c'était quoi la controverse, mais en gros, cette famille était allée au... Alors, si vous vous intéressez pas à la politique, ça va vraiment vous faire chier, hein, pour le coup. Mais ils avaient été invités à la conférence du Parti démocratique où il parlait. Et Trump, il avait dit une connerie. Il avait dit ouais, c'est pas vraiment un sacrifice. Et ensuite, parce que leur enfant était mort. Donc, pour les États-Unis, ils disaient voilà, on est américain, notre enfant a été dans l'armée américaine et est mort pour le pays. Je pense que ça mérite un minimum de respect. Et lui, il est allé à la télévision après dans l'interview. On l'a questionné par rapport à ça. Il fait ouais, c'est vrai que c'est un sacrifice, mais après, ouais, moi, j'ai fait plus de sacrifices, moi. J'ai créé un business, ça a créé plein d'emplois. Et tu sais, comparer ça à mourir pour son pays. Toi, il a une capacité pour la dissonance mentale qui est assez incroyable. Et ce genre de truc, tu pourrais te dire, c'est une gaffe monstrueuse et n'importe quel politicien s'excuserait, tu vois, d'insulter une famille dont l'enfant est mort en servant aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Normalement, c'est un truc que tu t'en remets pas. Mais en fait, lui, vu qu'il s'excuse jamais, vu qu'il passe du scandale l'un après l'autre, ça passe en fait. Mais je pense que c'est parce que les gens si tu veux, il y a certaines personnes vont prendre tout ce qu'il dit mal de toute façon, et d'autres personnes qui le soutiennent prennent pas ce qu'il dit au pied de la lettre, tu vois. Pour eux, il dit pas des vraies choses qui sont des faits, c'est pas noir et blanc. Et donc du coup, ils le laissent passer et ça, c'est pas un problème pour eux. Et l'autre aspect, c'est qu'à mon avis, pas mal de gens ont voté et se disaient les deux candidats sont pourris, il y en a juste un qui est plus pourri que l'autre. Et la pourriture de Hillary Clinton, c'est la corruption et c'est l'hypocrisie. Et donc Trump, il peut être aussi au moins, lui, il dit les choses comme ils sont. C'est un peu l'idée. Voilà, au moins, il dit. Et donc, du coup, il est le moins pire des deux, quoi qu'il arrive là-dessus. Il peut pas perdre sur ce point-là. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il va à l'encontre d'un mécanisme psychologique qui est que je remarque à chaque fois, je suis fasciné, dès qu'il y a un scandale ou autre, la personne s'excuse immédiatement. Dès qu'il y a un dérapage à la con, la personne s'excuse. Et en fait, je pense que c'est
très naturel parce que avant, si tout le groupe te commence à te détester, si tu faisais critiquer par le groupe, il fallait surtout pas en être exclu. Donc, il fallait s'aplatir et voilà. Et pour rester dans le groupe. Là, je parle dans les termes préhistoriques ou même, remarque, t'as même pas besoin de remonter aussi loin. Même dans les petits villages à la con. Pourquoi j'ai dit à la con, je sais pas, je respecte totalement les villages. Ouais. Une attaque injustifiée, tu sais, c'est l'esprit de Donald Trump qui commence à t'envahir. Pourquoi je parle de villages à la con injustifiée sur les petits villageois, boum. Je veux dire pourquoi je parle de villages à la con, c'est parce que et là on va encore un truc encore parce que mon ophtalmo ouais, c'est un truc encore. C'est que comme un débile, j'ai fait Rouen-Lille. En fait, je pensais avoir mis ne pas éviter les péages, mais en fait, j'ai mis éviter les péages. Du coup, je suis passé par tous les villages à 50 et j'ai mis 4 heures pour faire Rouen-Lille. Donc voilà, j'ai une petite haine pour les villages français à la con où tu roules à 50 et il y a 30 000 radars, mais voilà, c'était de ma propre faute et en fait, c'est pas la faute des villages et donc j'ai un respect infini pour les villages. Bref, du coup, lui, il va à l'encontre de ce mécanisme psychologique qui est le premier réflexe, c'est de s'excuser, de s'aplatir, essayer de réintégrer le groupe et de se faire pardonner. Lui, rien à foutre, tu t'excuses pas et t'attaques quelqu'un d'autre pour passer au scandale suivant et ainsi de suite. Mais d'un point de vue marketing, ça se défend, c'est-à-dire que en gros, il sert les besoins de son marché cible et il ignore le reste, quoi. Il sait de toute façon que la plupart des gens pensent que c'est un clown, un guignol, la réincarnation d'Hitler, un raciste, un sexiste, etc. Donc il sait de toute façon qu'eux, ils sont perdus. Il pourra jamais les convaincre. De toute façon, les gens ne changent pas d'avis. Ça a été la conséquence de tout le monde, c'est que moi, comme toi, je pense qu'on pensait que le marché cible, au final, était trop petit pour être élu, en fait. Et c'est là la surprise, c'est qu'en fait, c'était pas du tout trop petit pour être élu. Il a réussi à embarquer suffisamment de personnes. Il faut dire qu'il y avait aussi une certaine sous-estimation dans les sondages de ses chances. Qui n'ont pas fait un très très bon travail. Ceci dit, les mecs qui faisaient mieux leur travail, du type Nate Silvers, etc. Nate Silvers donnait quelques jours avant l'élection 25% de chance à Trump. Alors que les autres, c'était 5%. C'est pour dire à quel point alors que les autres étaient à genre 2% et tout. Donc il y avait quand même des indications qu'il avait une chance de passer. Mais effectivement, comme tu le dis, je pense que le gros problème, c'est que pour la plupart des gens qui votent démocrates, et encore plus pour la plupart des Français, tu n'es en contact avec personne qui vote Trump. Enfin, les mecs qui votent Trump, ils sont pas au Chinville en général. C'est ce qu'on m'a dit beaucoup, c'est ce que me dit beaucoup de Français, c'est qu'en écoutant les médias français, je pensais que c'était totalement impossible parce qu'ils avaient un parti pris pour Hillary Clinton monstrueux, quoi. Notamment les médias et apparemment les médias français, il n'y avait pas une critique pour Clinton, alors que pourtant il y a quand même de quoi la critiquer. Donc du coup, j'imagine que pour beaucoup, c'était une surprise totale parce que elles sont parfaites et tout. Lui, c'est un connard absolu, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'il y a un problème, en tout cas aux États-Unis, d'isolation des élites là-dessus, quoi. Même des médias. Enfin, je veux dire, quand ta seule explication pour Donald Trump, c'est les gens sont tous des racistes. Enfin, je veux dire, tu peux pas le combattre, c'est fini. Tu as abandonné le combat parce que comment tu veux combattre ça et ça n'a pas de sens. Il y a pas vraiment eu d'effort de comprendre la psychologie qui était derrière, etc. Parce que d'abord, s'ils avaient compris la psychologie, ils auraient envoyé Bernie contre lui, mais je pense qui pouvait jouer sur le même terrain. Ouais, qui peut sur le terrain de la sincérité, en fait, qu'elle soit vraie ou fausse. Mais sur le terrain de la et du changement et de l'espoir, tu vois. Ou Obama 2008, c'était Hope, tu vois. Yes, we can, c'était le changement, le renouveau. Encore, ouais. Mais tu vois, il y avait un problème de psychologie, de comprendre comment est-ce que tu contres le phénomène Donald Trump et l'idée que tu vas contrer le phénomène Donald Trump avec, entre guillemets, l'expérience et voilà, et le parcours de la stabilité de Hillary Clinton, c'est une erreur psychologique et marketing assez flagrante. Tu vois, elle partait vraiment avec un désavantage là-dessus. Alors après, elle aurait quand même pu gagner sans doute parce que lui, il était aussi assez polarisant, etc. Donc elle n'était pas complètement dans le trou. Même, je me rappelais quand c'était encore donc les primaires entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Hillary Clinton était toujours entre plus 3, plus 5% dans un vote potentiel. Alors Bernie Sanders, c'était plus 10%, quoi. Il y a toujours eu ce problème qu'effectivement, en fait, tu t'es retrouvé avec une opposition entre une personne qui fait partie du système, qui va le maintenir, et une personne qui est d'une certaine manière en dehors du système et qui va tout casser. Et du coup, peu importe où tu te places vraiment sur même tes valeurs politiques, si tu as envie de voir les choses changer, c'était plus logique de voter Trump. Ouais. Et après, un autre élément, c'est, rappelons-nous que quand même, Hillary, elle avait perdu la primaire en 2008, quoi. Donc, déjà en 2008, elle était une candidate inférieure à Obama.
et maintenant tu reviens après 8 ans de pouvoir démocrate, où clairement, dès que tu es au pouvoir pendant longtemps, les gens s'aperçoivent que tout d'un coup, t'as pas guéri le cancer. Donc, tu vois, quoi que t'aies fait, tu seras jamais aussi bien que ce que les gens s'imaginaient. Donc il y avait clairement un souci de ce point de vue-là, et qui, je pense, est vraiment intriguant d'un point de vue psychologique. Enfin, moi, vraiment, je pense que pour moi, le gros élément, l'élément le plus fascinant, c'est le fait que les grands médias et les grandes élites, etc., étaient totalement aveugles à ce phénomène, à comprendre pourquoi ça se passait, à comprendre quelle était l'ampleur du truc, quelles étaient les vraies chances de Trump, quoi. Tous les élites, tous les statisticiens, tous les commentateurs politiques qui font ça toute la journée, les journalistes, les mecs, ils l'ont pas du tout vu venir, ils ne comprenaient pas le phénomène. Et ça te dit vraiment quelle foi est-ce que tu peux mettre dans ces experts qui donnent beaucoup d'explications à droite à gauche, mais au final, leur capacité de prédiction, ça me rappelle la crise un peu économique, tu sais, où tous les experts avaient... la Banque fédérale, etc., on avait découvert qu'ils ne savaient pas du tout quoi ils parlaient. Et là, on a un peu la même chose, mais pour les experts politiques, je trouve. Mais le mécanisme est en fait super simple, et c'est pour ça que moi, je n'exclus pas totalement que le Front National soit élu en 2017. C'est en fait si jamais ce qui pourrait se passer, c'est que le Front National commence à monter dans les sondages. Plus ça monte dans les sondages, plus les médias vont parler, votez pas pour eux, votez pas pour eux. Tu vois, plus il va y avoir une panique, et plus ils vont dire pour qui ne pas voter. Plus ils vont monter dans les sondages, plus ils vont encore en parler en paniquant, et surtout pas votre barrage, machin truc. Plus les gens vont pas avoir envie, vont sortir que si tout le monde, si tous les médias, si tout le système établi est contre cette personne, peut-être que c'est une bonne chose, tu vois. C'est-à-dire que cette personne va vraiment changer les choses. Et tu rentres un peu dans ce cercle, du coup, qui est vertueux pour le candidat un peu plus extrême, où plus tu fais attaquer par les médias, plus c'est positif pour lui, quoi. Et c'est avec Trump, c'était effectivement ça. À la fin, Trump, tu avais du coverage sur 90% des médias américains, tu avais du coverage 24/24 en disant pourquoi il ne faut pas voter pour Trump. Regardez tout ce qu'il a dit, regardez. Et ce qui était vrai, souvent, il prenait des vraies situations. Tu vois, tu n'as pas besoin d'inventer grand-chose avec Trump. Il a dit, par exemple, que le changement climatique, c'était une invention des Chinois, quoi. Ce qui est quand même balèze. Et la suite vers ça, en fait, ils se sont creusés leur propre tombe. D'abord, c'est eux qui lui ont fait gagner les primaires, parce que dans les primaires, il y a une grande concurrence pour la question de l'attention. Et il y a un bouquin, moi, que j'aime beaucoup, par Ryan Holiday, qui s'appelle Trust Me, I'm Lying, qui parle de comment hacker les médias. Et tu lis ça, et c'est exactement la campagne de Trump. C'est-à-dire, quand il te raconte des trucs de ouf, quand il fait des déclarations choquantes, la raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'il sait que tous les médias vont le reprendre et vont le citer, etc. Et toi, tu peux te dire que, ok, c'est négatif parce qu'il a dit un truc choquant, mais d'abord, ça lui permet d'être partout, et dans la primaire, c'était important. Et deuxièmement... Dans la primaire, moi, je trouve ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, tu peux voir ce qui allait se passer avec Hillary en voyant ce qui s'est passé avec Jeb Bush, en fait. Donc, Jeb Bush, qui est le frère de George Bush, donc le fils aussi de George Bush senior, qui arrive... qui est vraiment le chouchou de l'establishment républicain, qui a été gouverneur depuis longtemps, beaucoup d'expérience, qui arrive et qui se fait totalement défoncer par Trump, quoi. Il arrête au bout de 5 semaines parce qu'il a plus de votes. Alors que c'est censé être l'expérience, c'est censé être un nom connu. Mais c'est juste parce que tu comparais les deux. Il y en a un qui était mesuré, qui disait pas un mot déplacé, et t'as l'autre tous les jours qui sortait une connerie, quoi. Et déjà, ça fonctionne à ce moment-là. Et pour Hillary Clinton, ça a été le même résultat. L'autre idée là-dessus, c'était mentionné dans une vidéo récente d'une chaîne YouTube que j'aime bien, qui s'appelle Nerdwriter, et il avait une vidéo qui comparait Donald Trump à un magicien. Et pourquoi ? Parce qu'il explique qu'un magicien, pour faire son tour, il doit détourner ton attention. Donc il y a toujours quelque chose qui va maintenir ton attention, et le tour se passe de l'autre côté, dans l'autre main, derrière, etc. Et il t'explique que quand Donald Trump va utiliser ce type de déclaration choquante, ça va détourner toujours l'attention des gens, et il l'utilise le plus souvent quand il a quelque chose à cacher. Et dans ce cas-là, il prenait l'exemple d'un article récent sur le New York Times qui expliquait que Donald Trump avait des conflits d'intérêts énormes parce qu'il a beaucoup d'intérêts économiques à l'étranger, principalement dans l'immobilier, et que donc ça posait un conflit d'intérêts pour lui en tant que président. Et le lendemain de cet article-là, ou le même jour, tu as Donald Trump qui a posté le fameux tweet où il expliquait que il y a des millions de personnes qui ont voté illégalement dans l'élection, et si seulement ces gens n'avaient pas voté illégalement, eh bien j'aurais gagné le vote populaire. Et en fait, tu peux difficilement imaginer que Donald Trump croit vraiment à ce qu'il raconte quand il dit ça, mais il le dit, ça, c'est ma question. Et ça détourne efficacement l'attention.
Mais moi, je pense qu'il est croix. Sincèrement, je pense Moi, qu'il je est dans une pense pas, mentalité non. tellement. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu comme ça, qu'il joue un double jeu, ainsi de suite. Il joue un Je suis double pas jeu. totalement Ouais. convaincu. Moi, je suis sûr. Moi, je suis pas convaincu. Est-ce que tu lis son bouquin Art of the Deal, etc. C'est la même Mais chose c'est qu'il pas lui qui l'a explique, écrit. il explicite. C'est pas lui qui l'a écrit. Et le mec qui l'a écrit pour lui, il a dit que vraiment Donald Trump c'est un abruti. Tu vois, il a confirmé. Alors que lui, il a passé 6 mois dans l'intimité de Donald Trump. Non, donc je pense pas qu'il puisse le cacher. Enfin, il a fait des trucs totalement hallucinants. Notamment, il y a ce qui est hallucinant, c'est que. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une Salma Hayek, je crois, une actrice super connue. Vraiment pas mal. Maintenant, elle est un peu âgée, mais elle a 45 ans, 50 ans. Mais donc, c'était il y a 20 ans. Et en fait, Trump lui a posé de sortir avec lui, je sais pas, d'aller dîner. Elle l'a refusé. Et après, il l'a appelé en disant, voilà, soit tu acceptes de sortir avec moi, soit ce que je fais, c'est que j'appelle un média pour dire que voilà, Donald Trump a refusé les avances de Salma Hayek. Toi, donc ça te met mal, toi tu passes pour une conne. Et il faisait toujours ce genre de truc. Il appelait plein de journaux américains en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, en prenant un autre nom, pour sortir les infos qu'il voulait, pour taper sur la personne qu'il voulait. Dès qu'il reçoit un tweet négatif, il peut pas s'empêcher de réagir, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui critique, il réagit. Je pense que moi, je suis pas sûr qu'il a un double jeu et que derrière, ce soit un mastermind, un maître à penser incroyable. Je pense que c'est vraiment comme il est, quoi. Ça serait quand même c'est pas impossible, mais ce serait quand même un parcours incroyable pour un mec qui a les yeux fermés et qui comprend pas ce qu'il fait, de partir de zéro, d'être un clown total, d'être un mec de la télé-réalité et de te retrouver président des États-Unis. Tu vois, ce serait quand même une chaîne de coïncidences et de coups de chance incroyables. Il a pas changé. Ouais, mais en fait, il a pas changé de personnalité depuis qu'il faisait la télé-réalité. Il est resté pareil, en fait. Toi, je pense qu'il est pas débile non plus, mais je pense pas qu'il ait, toi, ce recul où toi, quand il rentre le soir, tout d'un coup, c'est un homme différent, toi. Ça, j'y crois pas du tout. À voir. C'est vrai que on va clairement pas trancher. Honnêtement, ton truc, j'ai un moment, tu sais, quand il a fait son discours de victoire, il était justement vachement humble, vachement inclusif. Il disait je veux remercier Hillary Clinton, machin truc. Et je dis putain, en fait, si ça se trouve, et toi, il a compris l'importance de son truc. Et puis, genre, 2 jours plus tard, il recommence avec ses tweets à la con où il insulte le monde et il raconte de la merde, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi une anecdote, c'est que la personne qui gère les réseaux sociaux de la campagne de Donald Trump, des fois, doit en fait se débrouiller. En fait, ils passent leur temps à essayer de l'empêcher de poster des tweets, quoi. Parce que lui, si on le laissait faire, il posterait 5000 tweets incendiaires par jour. Notamment, à un moment, il avait posté 3 tweets négatifs contre Hillary Clinton, vraiment agressifs. Il était 3h du matin, quoi. Je pense que dès qu'il a une idée de tweet... Par contre, ces tweets, ils sont excellents. Ça, c'est en termes marketing, ces tweets, ils sont incroyables. Le truc, c'est que comment tu peux dire que ce qu'il fait est débile si ça fonctionne? Tu vois, c'est vraiment le problème. Ah, c'est pas débile. Je dis pas que c'est que les débile, gens mais je disent pense pas que il est c'est débile, il fait n'importe quoi, mais après ça marche. Donc est-ce qu'il est débile ou est-ce que c'est un génie depuis le début et tout le monde s'est fait complètement arnaquer, quoi. Tu vois, il y a vraiment une tu vois, quel est ton critère, quoi. Je pense juste toi qu'il ait pas de recul. Je pense pas que ce soit un double jeu, toi, mais son jeu initial est excellent, toi. Il gère son domaine parfaitement. Enfin, on ne tranchera pas sur cette question. La dernière chose qui était intéressante, je pense, c'était l'erreur justement de Clinton, enfin les erreurs de Clinton, et je pense que c'est la seule qu'on va vraiment traiter ici, celle qui est intéressante d'un point de vue psychologique. C'est la fameuse basket of deplorables. Donc, c'est quand elle avait décrit, je ne me souviens plus quelle était la formulation exacte, mais elle avait décrit qu'une grande partie, je crois, elle avait décrit une majorité des personnes qui soutiennent Trump sont des gens qui sont déplorables. Et c'est marrant parce que du coup, elle révèle 2 trucs déjà, bon, de ce dont tu as parlé, mais aussi en utilisant le mot déplorable, toi, tu vois l'opposition par rapport à Donald Trump, toi, parce que même en anglais, c'est pas un mot courant du tout. Ouais. Alors que toi, ce qu'il aurait dit, ouais. Trump, il aurait dit, Hillary supporters, they suck. Ouais. I tell you, Hillary supporters, they really, really suck. Toi, ça serait resté là-dessus, quoi. Et tu vois la différence. Et du coup, eux, ils ont repris cette étiquette-là, ils l'ont revendiquée et ça a permis de galvaniser ses supporters, etc. Ce qui est clairement une erreur tactique énorme. Après, c'est horrible à dire parce que c'est juste une phrase, tu vois, qu'elle a dit.
quelle quantité de paroles tu produis quand tu es candidat à une élection comme ça. Et une phrase peut suffire à donner un avantage à ton adversaire. Et en fait, ce truc-là, il avait été comparé à une phrase de Romney. Et où Romney avait à un moment une phrase où il avait expliqué que 47% des Américains sont dépendants du gouvernement fédéral, ne payent pas d'impôts. Et de toute façon, ces 47%-là sont perdus. Ils vont voter pour Obama. Et donc, moi, je dois convaincre en fait les 3 ou 5% qui sont au milieu. Et ce truc-là, ça avait été filmé en caméra cachée par quelqu'un à une de ses levées de fonds, il me semble. Et ça avait été très, très négatif pour la campagne de Romney, parce qu'il était perçu comme crachant sur 47% des Américains. Et justement, comme dans le cas d'Hillary Clinton, ça renforce son image que les gens présupposaient, c'est-à-dire que c'était un espèce de riche dans sa tour d'ivoire qui ne comprenait pas le travail des vraies personnes, etc. Et ça avait beaucoup, beaucoup joué dans la main d'Obama à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, une phrase de Hillary, ça l'a plombé, alors que Trump, il a sorti des dizaines de phrases, ça n'a pas plombé. Et je pense que c'est une histoire, si tu prends le high ground, la supériorité morale, la moindre petite connerie, tu te fais défoncer directement. Alors que si tu fais truc après truc, et que tu es finalement l'outsider, et que toi, tu peux te permettre de... Là, ça passe mieux. Alors qu'elle, il suffit d'une phrase qui était effectivement une phrase, même un mot, et ça suffit pour bien la plomber. Parce que notamment des sondages, directement après qu'elle dit ça c'est... il n'y a rien de mieux pour fédérer l'équipe d'en face que de les insulter, quoi. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et il y a eu un effet immédiat sur les sondages après qu'elle ait dit ça. Effectivement. Est-ce que tu penses qu'on a un mot de la fin sur cet épisode pour résumer un petit peu le phénomène Donald Trump ou en tout cas ce que toi tu as pu en apprendre je sais pas, sur la façon dont le monde fonctionne, peut-être que c'est plus large que simplement le business ou le nomadisme digital, tu vois, c'est la façon dont le monde fonctionne. Est-ce que cet événement-là a changé la façon dont tu vois le monde ou dont tu vois les êtres humains en général ? En fait, je pense qu'il faut distinguer le point de vue moral et le point de vue ce qui marche. Il l'a prouvé. Il est parti de rien du tout au niveau il avait des chances totalement minables et ce qu'il a fait a fonctionné, il n'y a pas de doute. Donc je pense une grande partie de ce qu'il a fait peut se retranscrire en termes de business, je pense. Notamment, il y a un exemple qui me frappe maintenant, c'est que à chaque fois, les entreprises, dès qu'ils font un truc un peu sur le côté, ils s'excusent directement. Tu sais. Ils font une lettre d'excuses, machin truc, tout le bordel. Il y avait une boîte qui n'avait pas fait ça, qui avait mis à Londres, qui avait fait des posters de femmes en bikini mince. C'était une marque de protéines, il me semble. Et je sais plus pourquoi les gens n'étaient pas contents. Ils ont refusé d'excuser. Ils ont non, on assume totalement, c'est ce qu'on voulait faire. Voilà, il n'y a rien de mal. Et ça a été remarqué parce que c'était unique. Parce que toutes les autres boîtes, dès qu'il y a le moindre truc de travail, ils s'excusent, ils s'aplatissent, et ainsi de suite. Et je pense que c'est peut-être la première réaction de faire du damage control et de limiter les dégâts. Mais je pense qu'il faut avoir comment on appelle ça, faut avoir une certaine colonne vertébrale quand même. Les gens respectent ça plus. Donc ça, c'est la première chose. Du point de vue de l'humanité, ça me déçoit quand même un peu. Même si je pense qu'il arrive avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Normalement, t'es pas censé pouvoir élire Trump avec toutes les merdes qu'il a dites, qu'il a faites, quoi. Il s'est vanté de pas payer d'impôts, ce qui est quand même hallucinant. Il s'est vanté il a dit qu'il allait donner une certaine somme à des charités au moment du 9/11. Il s'est avéré qu'il avait totalement menti, il a rien donné du tout. Il a dit qu'il était contre la guerre en Irak, il était pour. Il a menti de A à Z, il s'est contradit constamment et finalement, il n'a pas été sanctionné pour ça. Donc d'un point de vue purement moral, c'est un peu désagréable. Ok, sur ce mot de la fin, je propose qu'on passe à la section lifestyle. T'as pas de conclusion personnelle par rapport à ça ? Ok, ma conclusion personnelle, donc je vais rentrer là-dedans. Moi, j'ai une expérience très particulière vis-à-vis de cette élection parce qu'il y a un peu plus d'un an, tout au début de la primaire américaine, j'ai commencé à lire le blog d'un gars qui s'appelle Scott Adams et qui était fasciné par Trump et qui écrivait tout le temps sur Trump et qui après ça vraiment été le premier à prédire mais super longtemps quoi. Pendant la primaire américaine, il a déjà prédit que Trump allait gagner et que c'était un génie de la persuasion, etc. Et pendant toute cette période, j'aimais bien aller checker le site de Scott Adams et voir ce qu'il racontait sur Trump et comment est-ce qu'il analysait les derniers développements, etc. Et du coup, t'as l'impression que la victoire de Trump, c'est la victoire d'un mec qui comprend mieux la psychologie que ses adversaires, tu vois. Il a presque
il a presque disrupté, c'est presque le Uber de la politique. Tu vois. C'est une façon marrante de le voir. Il a éliminé toutes les choses que tu croyais qui étaient importantes. Et tout d'un coup, tu découvres que le marché en fait, qui ne était pense pas seulement que c'est important. En fait, qui étaient seulement des codes, qui n'étaient pas vraiment... je vois les codes politiques, ils étaient totalement ignorés, quoi. Comme le fait de ne pas s'excuser après un dérapage, quoi. Il ignore des codes, des histoires de bienséance, des tabous énormes. Enfin, les tabous qu'il a ignorés sur ne serait-ce que la question de la race, du racisme, du sexisme. C'est improbable, tu vois, que ça puisse fonctionner. Et d'un coup, tu découvres un mec qui réécrit les règles. T'imagines 2 secondes si jamais il y avait un candidat présidentiel qui, tu l'avais en audio qui disait moi, ce qu'il faut faire, c'est l'attraper par la chatte, quoi. Ce serait impossible qu'il soit élu, toi. Tu pourrais penser que ça passe pas. Apparemment, et lui, non. c'est passé, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Et ça, c'est très frappant, tu vois, sur les comportements de masse, en particulier de l'esprit humain, parce que tu connais toujours l'irrationalité d'un individu, c'est assez bien établi, mais la possibilité pour une masse énorme de gens à être irrationnels d'une telle façon, c'est quelque chose que j'avais pas vu en temps réel depuis jamais, quoi. Tu vois, c'est quelque chose, tu en entends parler peut-être dans l'histoire romaine, ou tu pensais à Hitler, peut-être, ou des choses comme ça, mais ça, c'est du passé, tu vois, c'est en noir et blanc. Et là, tu l'as vu... Après, sans qu'il soit Hitler, j'imagine bien les opposants à Hitler essayer de citer leurs petits chiffres et leur comparer au discours passionnel d'Hitler. Alors, je pense pas qu'il va faire ce qu'Hitler a fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ce côté-là, mais je pense que le mécanisme était le même, quoi. C'est qu'il y avait un appel émotionnel tellement fort que tous les faits et que même la réalité pouvaient être ignorés. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on a rarement vu. Et moi, du coup, je suis plus du côté où je pense que Trump, c'est un espèce de calculateur qui a su mettre sa position. Tu vois, j'ai pas du tout l'impression que ça soit Enfin, ça me semble improbable, en fait. Tu vois, j'arrive pas. Et comment t'expliques qu'il soit incapable de pas réagir sur Twitter quand quelqu'un le critique? Là, il y a un mec de Boeing qui a fait une interview en disant qu'il pensait que Trump élu, c'était pas une bonne chose. 2 heures après, Trump, il poste un tweet en disant voilà, normalement, on devait commander un nouveau Air Force One à Boeing, on annule. Tu vois, il a quand même, c'est un enfant à ce niveau-là, quoi. Bah, ou alors, il est en train de te dire si tu me critiques, tu vas être dans la merde et je vais pas te filer des contrats. Et tu vois, c'est vrai. Il joue son rôle, quoi. Je sais pas si, je sais pas, mais personnellement, j'ai pas particulièrement peur, tu vois. Je pense pas que Trump va déclencher la guerre nucléaire avec la Chine parce que c'est un enfant, tu vois. C'est pas quelque chose, je pense, qui est une grande peur. En revanche, ce que Brexit, d'une certaine façon, et Trump en particulier a montré, c'est à quel point la démocratie est susceptible face à un démagogue, quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui peut être inquiétant même sur le moyen terme en Europe, etc. Tu vois. Et là, pour le coup, il vient d'écrire un playbook, quoi. Tu vois, des règles du jeu qui peuvent être facilement réutilisées et tu sais pas trop comment, par qui, et clairement, ça va refonctionner, quoi. Je pense pas que ce soit la dernière fois qu'on voit ça. Et un truc qu'on a oublié, c'est du temps un playbook qui moi je trouve génial, c'est les surnoms, en fait. Alors ce qu'il a fait Trump dès le début, hein. Par exemple, pour la primaire, il a appelé donc il y avait un de ses plus gros concurrents, c'était donc ses concurrents, il y avait Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, et après les autres je me souviens plus. Et Carly Fiorina. Alors contre Jeb Bush, il a appelé Low Energy, et qui en fait c'était vrai, c'est-à-dire en gros il appelait Jeb Bush, en fait le Jeb Bush Pass Energy, en fait un mec voit moule, en fait le Jeb Bush le mollo, en fait, c'est pour être traduit. Marco Rubio, vu qu'il était jeune et qu'il était pas très grand, il disait Petit Marco. Et après, il y a le dernier, c'est Ted Cruz, et lui, il l'appelait tout le temps Lying Ted, donc Ted le menteur. Et il manquait jamais la règle, c'est-à-dire qu'il les appelait jamais par leur nom complet ou leur prénom, quoi que ce soit. À chaque fois, il leur mettait le surnom, quoi. Et après, avec Hillary, il a appelé Hillary Crooked Hillary, donc Hillary corrompue, en fait. Et vu que tous ses discours, à chaque fois, il l'appelait comme ça, on a pu voir à quel point ça marchait bien, quoi. Et les gens finissaient par... Et du coup, en fait, ce qui est assez malin, c'est qu'en fait, il utilise quelque chose qui est vrai. Donc, dans le cas de Jeb Bush, il était un peu basse énergie. Marco Rubio, il était pas très grand, il était jeune. Et t'as Ted Cruz qui a déjà menti, mais bon, c'est pas comme si Trump avait déjà menti. Mais du coup, vu qu'il leur donne ce sobriquet,
à chaque fois, dès que tu les vois, tu remarques ça encore plus, en fait. Tu remarques à quel point Jeb Bush est vraiment basse énergie. Tu remarques à quel point Marco Rubio, il est pas grand, il est jeune, et à chaque fois, Ça si s'appelle, jamais... ça s'appelle le biais de confirmation, en gros. Biais de Si confirmation, si effectivement. on t'a conditionné pour percevoir quelque chose, tu vas avoir tendance à le remarquer beaucoup plus que tu l'aurais autrement. Et ça permet aussi, quand les gens discutent entre eux, par exemple les supporters de Trump, ils l'appelaient comme ça, tu vois, Crooked Hillary, machin truc. Ils réutilisaient, ils se réappropriaient les surnoms. Et personne n'a jamais fait ça pour Donald, alors que Donald, tu aurais pu trouver plein de trucs sur lui, quoi. Donald, quand tu regardes, c'est quand même un personnage de cirque, un peu, le mec, quoi. C'est parce que je pense que les autres politiciens ne voulaient justement pas s'abaisser à son niveau. Alors que d'un point de vue business, il ment totalement sur son succès. Il a eu beaucoup moins de succès qu'il dit, quoi. Son père était déjà super riche. Son père valait déjà 500 millions, tu vois. Donc c'est pas comme s'il venait de rien. Ses cheveux, tu pourrais critiquer le fait qu'il soit complexé par. Ah si, ils ont fait un peu sur la taille de ses mains, un peu ça quand même. Mais c'est les médias qui en ont parlé, c'est pas les politiciens. C'est ça où moi j'ai du mal un peu avec l'idée que c'est un génie caché. C'est que tu sens quand même qu'à un niveau très superficiel, il est complexé par plein de choses, quoi. Il est très facilement susceptible, et ainsi de suite. Ok, sur ce, je propose qu'on passe à la section lifestyle. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Je recommande un blog qui s'appelle nateliason.com. Je mettrai le lien, c'est NATELIASON.com. Alors, ce qui est bien en fait sur son blog, c'est une partie lessons qui est en fait des résumés de livres. Alors, il y a déjà plein de sites qui font des résumés de livres, hein, mais lui, vu qu'il est un peu dans le même mindset que moi et peut-être que vous, du coup, il prend vraiment les informations qui sont intéressantes pour moi. Des fois, tu vas sur Blinkist, Cooper, sa version française, ou même sur Internet, ce qu'on appelle des notes, des book notes, donc des résumés de livres. Et en fait, tu as effectivement un vrai résumé, en fait. Alors que là, c'est plutôt vraiment les leçons à en tirer. Donc, c'est plus intéressant. Et du coup, et vu qu'il a lu quand même pas mal de livres, je recommande vraiment. Ouais. T'as un livre en particulier que tu recommandes pour commencer, qui t'a aidé chez lui ? Alors, je m'en souviens plus. Pendant que tu dis ton truc, je cherche. Je vois qu'il a une liste pas mal. Il a une grande liste. C'est marrant parce que j'ai aussi un blog cette semaine. En particulier, j'ai un article sur un blog qui s'appelle Investors Field Guide. On mettra le lien. Et l'article qui m'intéresse en particulier, c'est un article qui s'appelle Growth Without Goals. Donc, la croissance sans objectif. Et en fait, c'est qu'on parle souvent dans ce podcast, et moi, c'est une idée qui me touche pas mal, de privilégier le processus sur les objectifs. Et ça, c'est un article d'un gars qui a été jusqu'au bout de cette réflexion et qui ne fixe aucun objectif. Donc, c'est rare de voir quelqu'un qui est hautement motivé, quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie, quelqu'un qui a écrit un livre, quelqu'un qui a une bonne position, tu vois, en termes d'investissement, etc., et qui déclare n'avoir aucun objectif parce qu'il se concentre absolument sur le process et le système et le truc au quotidien. Et j'ai mis une petite citation de son article. Seulement, ce qu'il explique, c'est que son objectif, c'est de pouvoir explorer tous les jours des idées qui l'intéressent. Et là, je cite son article. Maintenant, je veux juste explorer. Ça peut vouloir dire des articles de blog, des papiers de recherche, des stratégies d'investissement, des lettres, des podcasts, des longues périodes de rien, ou peut-être même un autre livre. Qui sait ? L'exploration est continue. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Me concentrer sur l'exploration est toujours satisfaisant. Ça peut produire des choses qui ressemblent à des lignes d'arrivée, à des réussites, mais ces choses sont juste des conséquences secondaires. Et là, je ferme ma citation. Et on mettra le lien dans l'article de ce podcast, comme toujours, vers cet article en particulier. Il a d'autres articles qui sont assez cool sur son site. Mais je trouvais qu'il a vraiment poussé au bout cette réflexion que moi, j'ai jamais trop osé pousser au bout. Et je pense que la raison pour laquelle ça me touche particulièrement en ce moment, c'est parce qu'on approche de la nouvelle année, on approche de 2017, et du coup j'ai pas mal pensé à mes objectifs et à me dire, est-ce que ça fait sens d'avoir des objectifs financiers chiffrés, ou est-ce que j'essaye trop de me concentrer sur des résultats et pas assez sur le process. Donc cet équilibrage là est toujours un peu difficile à faire. À quel point est-ce qu'on se concentre sur l'objectif final, à quel point sur le quotidien. Et lui a vraiment été à l'extrême, donc je trouve que sa perspective est vraiment instructive là-dessus. Est-ce que tu as retrouvé le livre que tu voulais nous recommander ? Je suis pas sûr de la retrouver, mais il y en a un qui est pas mal. Je l'avais pas lu le livre en tant que tel, c'est Deep Work. Et il a fait plutôt un bon résumé sur Deep Work, le livre.
Il lui a donné que 6 sur 10, scandale. Deep Pork, non, je crois sûr. pas. Non, Deep Pork, il lui a donné 10 sur 10. Deep Pork, dont on pourrait parler d'ailleurs dans un épisode suivant, parce que je l'ai aussi bien aimé. Deep Pork, c'est un bouquin d'un mec qui s'appelle Cal Newport, qui est assez intéressant. C'est un théoréticien mathématique, donc il prouve des nouveaux... Enfin, pas mathématiques, mais computer science, donc d'informatique. Mais en gros, il prouve des nouveaux théorèmes d'informatique. C'est un mec assez high level, et qui a ce bouquin justement sur comment mieux se concentrer et travailler sur des problèmes plus importants, etc. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, donnez-nous un retour sur cet épisode. Exactement ce que j'ai dit. On a essayé de faire un truc un peu différent. Ouais. Donc là-dessus, je pense que le mieux, c'est de vous rendre sur notre page Facebook Nomade Digital ou alors sur Twitter. Vous pouvez nous tweeter. Moi, je suis @marketingstan. Paul est à @sellmachinefr, c'est ça ? C'est ça. Sinon, on a un site bien sûr qui s'appelle nomaddigitalpodcast.com où vous retrouvez tous les épisodes du podcast, vous retrouverez les liens vers nos réseaux sociaux et puis vous pouvez vous abonner, laisser un avis, laisser un message vocal. On est toujours preneur de vos retours par message vocal. Si vous avez envie de passer dans l'émission, on passera peut-être votre message ou dans tous les cas, on les écoute et on répond toujours, ça fait toujours plaisir. Sur ce, merci à tous ceux qui nous laissent des évaluations chaque semaine. On ne le répète pas à chaque fois, mais c'est important et nous on les voit, on les remarque et c'est important pour nous et c'est important pour que l'émission puisse continuer à grossir. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ça ne nous remplit pas les poches, mais ça nous remplit le cœur. À la semaine prochaine. C'est beau ce que tu dis.